Ma sœur au chômage s'est présentée à l'appartement que je loue à mes parents, je vais vivre ici. Maman a dit, nous doublons ton loyer pour couvrir nos dépenses. Quand j'ai dit que je déménagerais, ils ont ri. Alors j'ai pris tous les meubles. Je m'appelle Alison et j'ai 28 ans. Je pensais avoir une vie parfaite, travaillant comme responsable des médias sociaux tout en louant un appartement agréable à mes parents à un prix raisonnable. J'économisais pour mon propre logement, construisant mon avenir brique par brique. Puis, un matin à 7 heures, ma sœur au chômage, Stéphanie, s'est présentée à ma porte avec ses valises. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, ma mère m'a appelé pour m'informer que ma sœur allait emménager avec moi et qu'il doublait mon loyer. Ma vie, si soigneusement construite, s'écroulait sous mes yeux. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et appuyez sur ce bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont profité de votre gentillesse. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment ce cauchemar s'est déroulé. Avant que tout ne dérape, j'avais une vie dont j'étais vraiment fier. En tant que responsable des médias sociaux chez Digital Pulse, une agence de marketing en pleine croissance au centre-ville, je m'étais taillé une place confortable. Notre bureau était un espace élégant et moderne avec des cloisons en verre, des postes de travail collaboratifs et une salle de pause garnie de tout, de l'espresso au kombucha. Mon bureau donnait sur une paroi de fenêtres surplombant la ville, m'offrant à la fois l'inspiration et un sentiment d'accomplissement chaque matin. Mon salaire était suffisant pour couvrir mes dépenses tout en mettant de côté 20% chaque mois pour mon futur fonds de logement. J'étais dans l'entreprise depuis 4 ans et j'avais récemment été chargé de notre plus gros client, une chaîne de fitness nationale cherchant à refaire toute sa présence en ligne. Mon patron avait laissé entendre qu'une promotion était à l'horizon si la campagne réussissait bien, ce qui aurait fait augmenter mon salaire d'au moins 15%. L'appartement que je louais à mes parents était mon sanctuaire. C'était un 2 pièces dans un quartier calme, suffisamment proche du centre-ville pour que mon trajet soit gérable, mais suffisamment éloigné pour que je puisse échapper à l'agitation si nécessaire. Lorsque mes parents ont acheté l'immeuble comme investissement il y a 5 ans, ils m'ont proposé l'une des unités à un tarif inférieur au marché, ce qui semblait être une bénédiction à l'époque. Au fil des ans, j'avais mis tout mon cœur à faire de cet endroit le mien. Le salon comprenait un canapé d'angle moelleux que j'avais fini de payer en 6 mois, une table basse que j'avais trouvée lors d'une vente aux enchères et que j'avais restaurée moi-même, et des étagères garnies de ma collection de livres de psychologie et de marketing, ainsi que de disques vinyles que j'avais collectionnés depuis l'université. Ma cuisine était peut-être petite, mais je l'avais équipée d'appareils électroménagers de qualité qui faisaient de la cuisine un plaisir plutôt qu'une corvée. Le blender Vitamix avait été un achat plaisir après mon premier bonus, et la machine à expresso était un cadeau d'anniversaire pour moi-même l'année dernière. Ma chambre était mon véritable havre de paix, avec un matelas en mousse à mémoire de forme qui valait chaque centime, des draps avec un nombre de fils qui rendraient jaloux les hôtels, et un coin lecture près de la fenêtre où je passais les dimanches pluvieux avec du café et un bon livre. Chaque objet de mon appartement avait une histoire, représentant des années de sélection minutieuse et de planification financière. Mes objectifs financiers à long terme étaient clairs et en bonne voie. Avec mon taux d'épargne constant et la promotion prévue, j'estimais que j'aurais suffisamment pour un acompte sur mon propre logement d'ici 3 ans. J'avais même commencé à parcourir les annonces immobilières, sans faire de shopping sérieux encore, mais me familiarisant avec le marché et les quartiers que je pourrais cibler. Ma relation avec ma famille avait toujours été compliquée, surtout avec ma sœur Stéphanie. 3 ans plus jeune que moi, elle avait toujours été la préférée, celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Pendant que je travaillais à temps partiel pendant mes études et que j'obtenais mon diplôme avec une dette minimale, Stéphanie est allée dans une université privée coûteuse, a changé 3 fois de majeur, et ses frais de scolarité ont été entièrement couverts par nos parents. Cette tendance s'est poursuivie à l'âge adulte. Quand Stéphanie avait besoin d'une voiture, nos parents lui en ont acheté une. Quand j'avais besoin d'une voiture, j'ai obtenu un prêt. Quand Stéphanie a perdu son emploi, elle est retournée vivre chez nos parents. Quand j'ai eu des difficultés après un licenciement précoce dans ma carrière, mes parents m'ont proposé un prêt avec intérêt. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma famille, mais j'avais accepté depuis longtemps qu'il y avait des règles et des attentes différentes. J'avais fait la paix avec cela en construisant ma propre vie indépendante, une vie où je n'avais pas besoin de dépendre de leur soutien ou de leur approbation. L'arrangement de l'appartement semblait être une rare victoire pour moi, une chance de bénéficier des liens familiaux tout en maintenant mon indépendance. Il y avait eu des signes avant-coureurs que mon équilibre soigneusement construit était sur le point d'être perturbé. Il y a 2 semaines,
Stéphanie m'avait envoyé un SMS inattendu pour me demander comment j'allais. C'était inhabituel puisque nous ne communiquions généralement que lors des réunions de famille. Puis ma mère m'a appelé pour me dire que Stéphanie et son petit ami avaient rompu et qu'elle avait par la suite démissionné de la boutique où elle travaillait comme vendeuse depuis 8 mois. Je me souviens avoir ressenti un malaise lorsque maman a dit « Ta sœur traverse une période très difficile en ce moment. La famille doit rester soudée dans les moments difficiles. » À l'époque, j'avais hoché la tête avec sympathie au téléphone, sans réaliser que ces mots présageaient ce qui allait arriver. La nuit avant que tout ne change, je me souviens m'être couché en scrollant sur Pinterest, sauvegardant des idées pour un projet de crédence de cuisine que je planifiais pour l'été. Je n'avais aucune idée que dans les 24 heures, mes plans et ma tranquillité seraient brisés par un coup à la porte. Le coup à la porte a commencé exactement à 7 heures du matin un mardi. Je m'en souviens car j'avais réglé mon réveil pour 7h30 et les coups insistants m'ont tiré du sommeil 30 minutes plus tôt. Désorienté et à moitié endormi, je me suis traîné à la porte en pyjama, les cheveux ébouriffés dans toutes les directions, m'attendant peut-être à une livraison de colis nécessitant une signature ou à une urgence de maintenance. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Stéphanie debout avec 2 énormes valises, un sac de sport et son sac à main de designer. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient tirés en une queue de cheval désordonnée, et ses yeux étaient gonflés, soit à cause des larmes, soit du manque de sommeil. « Salut, sœur », a-t-elle dit avec un entrain forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Surprise. Je vais rester avec toi un moment. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, mon cerveau luttant pour comprendre ce qui se passait. Stéphanie, de quoi parles-tu? Pourquoi es-tu là si tôt? Elle m'a dépassé, roulant ses bagages dans mon salon. Marc et moi avons rompu. En fait, il m'a trompé avec sa collègue. Tu peux le croire? Après 2 ans ensemble, et puis mon patron de la boutique était complètement déraisonnable à propos du fait que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça, alors j'ai dû démissionner. Je ne peux pas gérer les environnements de travail toxiques en plus d'un cœur brisé. J'ai fermé la porte lentement, essayant de rassembler mes pensées. Je suis désolé pour marquer ton travail. C'est vraiment difficile. Mais Steph, c'est un 2 pièces. Il n'y a pas de place pour toi ici. Pourquoi n'es-tu pas allé chez papa et maman? Stéphanie s'est affalée dramatiquement sur mon canapé. Leur maison est en rénovation. Tu te souviens, la chambre d'amis est complètement démolie. De plus, papa ronfle si fort maintenant, et maman est dans ce régime où elle ne garde que du cal et du quinoa à la maison. Je deviendrai folle là-bas. Elle a regardé mon appartement avec appréciation. Cet endroit est parfait. Tu as toujours eu bon goût, Ali. J'ai grimacé à ce surnom d'enfance que j'avais dépassé il y a des années. Stéphanie, je travaille à domicile 2 jours par semaine. J'ai besoin de mon espace. Ce ne serait vraiment pas possible. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de ma mère. Un sentiment de déclin s'est installé dans mon estomac alors que je décrochais. Alison, ta sœur est là, n'est-ce pas? Maman n'a pas attendu ma confirmation avant de continuer. Je veux que tu la fasses te sentir la bienvenue. Elle traverse une période très difficile et elle a besoin du soutien de sa famille en ce moment. Maman, je comprends qu'elle ait du mal, mais mon appartement est trop petit pour 2 personnes. Peut-être que nous pourrions l'aider à trouver un endroit à elle, où elle pourrait rester avec Jessica, ai-je suggéré, en parlant de l'amie de longue date de Stéphanie, qui avait un appartement de 3 pièces. Jessica n'est pas de la famille, a répondu ma mère sèchement. La famille s'occupe les uns des autres, Alison. Ta sœur a besoin de toi en ce moment. Ce n'est pas le moment d'être égoïste. J'ai pris une profonde inspiration, me déplaçant vers ma cuisine pour que Stéphanie n'entende pas. Ce n'est pas une question d'égoïsme, maman. Il n'y a littéralement pas de place ici. Je n'ai pas de chambre supplémentaire. Elle peut dormir sur le canapé. C'est temporaire jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Le ton de ma mère indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion, mais une attente. Combien de temps temporaire parlons-nous, ai-je demandé, regardant Stéphanie commencer à déballer ses articles de toilette et à les disposer sur ma table basse. Aussi longtemps qu'elle en aura besoin, a répondu maman vaguement. Maintenant, arrête de faire des difficultés. Je t'ai mieux élevé que ça. Dois-je impliquer ton père? La menace était implicite. Mon père prendrait une ligne encore plus dure que ma mère, et toute protestation de ma part serait étiquetée comme ingrate et égoïste.
J'avais vécu cette routine suffisamment de fois pour connaître le script. Bien, j'ai concédé la défaite, pesant lourdement dans ma voix. Elle peut rester pour l'instant, mais nous devons trouver une solution plus permanente bientôt. C'est ma gentille fille, a dit maman, redevenant immédiatement chaleureuse. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je vous aime toutes les deux. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine, regardant Stéphanie continuer à s'installer, réarrangeant mes coussins et plaçant ses photos encadrées à côté des miennes sur l'étagère. Une vague d'invasion m'a envahi, mais je l'ai avalée. Alors, ai-je dit, forçant un ton neutre, le canapé se déplie en lit. Nous devrons le remettre en place pendant la journée pour que je puisse travailler. J'ai des réunions les mardis et jeudis à la maison. Stéphanie a à peine levé les yeux. En fait, je pensais prendre la chambre. Le salon reçoit tellement de lumière le matin et tu sais que je ne suis pas du matin. De plus, j'ai tous ces vêtements à accrocher. J'ai regardé, l'incrédulité montant. Stéphanie, c'est mon appartement. Je ne renonce pas à ma chambre. Elle m'a regardé avec la même expression qu'elle avait utilisée avec succès sur nos parents pendant des années. Un mélange parfait de blessure et d'indignation. Waouh, Ali, je viens de perdre mon copain et mon emploi. Je suis à mon point le plus bas et tu ne peux même pas faire un petit sacrifice pour m'aider. Le salon est plus grand de toute façon. Je suis resté ferme. Tu peux avoir le canapé. C'est déjà un compromis. L'impasse aurait pu continuer, mais mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Sois gentil avec ta sœur. Rappelle-toi de toutes les fois où elle était là pour toi. Je ne pouvais pas me souvenir de ses prétendues instances, mais je savais que cette bataille ne valait pas la peine d'être menée. Pas aujourd'hui, du moins. Bien, ai-je dit entre mes dents serrées. Tu peux utiliser le salon, mais nous devons établir quelques règles. Le visage de Stéphanie s'est instantanément illuminé. Tu es la meilleure sœur du monde. Ça va être tellement amusant. Comme quand nous étions enfants et que nous partagions une chambre. Je n'ai pas eu le cœur de lui rappeler que ces jours étaient loin d'être idylliques, elle empruntant constamment mes affaires sans demander et se plaignant à nos parents dès que j'essayais d'établir des limites. Pendant qu'elle continuait joyeusement à déballer, j'ai envoyé un SMS à mon amie Laura, SOS. Stéphanie vient d'emménager. Sans avertissement, sans choix. Envoie du vin et de la patience. La réponse de Laura a été immédiate. Oh non. Flashback cauchemardesque des jours de colocataire à l'université. Je viens ce soir avec des provisions d'urgence. Tiens bon. En regardant ma sœur chanter toute seule en revendiquant de plus en plus mon espace, je me demandais combien de temps je pourrais réellement tenir avant que quelque chose ne doive céder. La première semaine de cohabitation avec Stéphanie fut aussi éprouvante que je l'avais craint. Alors que je maintenais mon emploi du temps régulier, me levant à 7 heures pour commencer le travail à 8h30, Stéphanie dormait généralement jusqu'à midi. Cela n'aurait pas posé de problème, sauf que sa présence avait transformé mon salon autrefois paisible en une chambre à coucher, une boutique de mode et un studio de maquillage. Le mercredi matin, j'avais un important appel vidéo avec des clients. J'ai dû positionner soigneusement la caméra de mon ordinateur portable pour éviter de montrer les couvertures étalées sur mon canapé, les produits de maquillage éparpillés sur ma table basse et les vêtements suspendus à divers boutons de porte et dossiers de chaise. Lorsque mon patron a commenté mon arrière-plan inhabituel, j'ai marmonné quelque chose à propos de relooking et je me suis promis d'aborder la situation avec Stéphanie ce soir-là. Mais aborder quoi que ce soit avec ma sœur s'est avéré presque impossible. Quand je lui ai suggéré de chercher un nouvel emploi, elle a soupiré dramatiquement et a dit qu'elle prenait le temps de guérir. Quand je lui ai demandé de nettoyer après elle, elle a promis qu'elle le ferait, mais ne l'a jamais fait. Quand j'ai mentionné l'augmentation de ma facture d'épicerie, elle m'a rappelé qu'elle traversait un traumatisme et avait besoin de nourriture réconfortante. À la fin de la première semaine, j'ai remarqué que mon réfrigérateur soigneusement garni avait été pillé. Les contenants de meal prep que j'avais préparés pour mes déjeuners au travail étaient mystérieusement vides. Les grains de café spécialisés coûteux que je m'offrais une fois par mois étaient presque terminés. Même ma réserve cachée de chocolat noir avait été découverte et épuisée. Stéphanie, ai-je dit un soir, la trouvant enveloppée dans ma couverture préférée, regardant la télé-réalité à plein volume. Nous devons parler de certaines règles de la maison. Elle a levé les yeux, clairement agacée par l'interruption de son émission. Ça peut attendre la pause publicitaire? Non, ça ne peut pas. J'ai essayé de te parler toute la semaine.
Je me suis assise en face d'elle et j'ai sorti un bloc-notes sur lequel j'avais écrit quelques directives de base. Premièrement, nous devons établir des heures de silence quand je travaille ou que je dors. Deuxièmement, nous devons discuter des dépenses partagées comme l'épicerie et les services publics, qui ont augmenté depuis ton arrivée. Troisièmement, nous devons parler de l'espace personnel et des biens. Stéphanie a levé les yeux au ciel. Tu es sérieusement en train de me donner un contrat de colocataire? Je suis ta sœur, pas une personne aléatoire de Craigslist. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de limites claires, ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix calme. Parce que nous sommes sœurs, les choses peuvent devenir compliquées si nous ne communiquons pas clairement. Elle a réellement ri, et s'est reconcentrée sur son émission. Tu as toujours été tellement coincée, Ali. Détends-toi. Ce n'est pas éternel. Combien de temps alors? J'ai insisté. As-tu commencé à chercher un emploi ou un appartement? Elle a soupiré lourdement. Peux-tu arrêter de me mettre la pression? Je t'ai dit que je prenais le temps de digérer ma rupture. D'ailleurs, papa et maman ont dit que je pouvais rester ici aussi longtemps que j'en aurais besoin. C'est à ce moment-là que quelque chose a cliqué en moi. Attends, qu'est-ce que papa et maman t'ont dit exactement à propos de rester ici? Stéphanie a haussé les épaules. Juste que tu avais beaucoup de place et que tu pouvais apprécier la compagnie, et que comme ils possèdent l'immeuble, c'est en gros comme rester en famille de toute façon. Mon sang a commencé à bouillir. Sans un mot de plus, je suis allé sur mon petit balcon et j'ai appelé mes parents. Mon père a décroché à la 4e sonnerie. Papa, est-ce que tu et maman avaient dit à Stéphanie qu'elle pouvait emménager avec moi indéfiniment sans même me demander d'abord? Il y a eu une pause avant qu'il ne réponde. Allison, ta sœur traverse une période difficile. L'appartement est assez grand pour vous deux temporairement. Nous pensions que tu voudrais aider ta famille, mais ce n'est pas temporaire, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'intention de chercher un emploi ou son propre logement, et elle ne contribue en rien aux dépenses du ménage. Le ton de mon père s'est durci. Ta mère et moi te donnons une remise importante sur le loyer pour cet appartement. Beaucoup de gens seraient reconnaissants d'un tel arrangement. Le message implicite était clair. L'appartement n'était pas vraiment le mien. C'était un actif familial qui pouvait être réaffecté comme mes parents le jugeaient bon, indépendamment du fait que je payais mon loyer et que je construisais ma vie là-bas depuis des années. Je suis reconnaissante, ai-je dit prudemment. Mais j'ai aussi besoin de pouvoir vivre ma vie. Stéphanie ne respecte pas mon espace ni mes affaires. Tu as toujours été la plus responsable, Allison, a dit mon père, sa voix s'adoucissant légèrement dans ce que je reconnaissais comme son ton manipulateur. Stéphanie a besoin de cette stabilité en ce moment. Donne-lui juste un peu de temps pour se remettre sur pied. Sois la grande sœur. Au moment où j'ai raccroché, ma frustration s'était transformée en résignation. C'était la même dynamique qui s'était jouée tout au long de notre enfance, les besoins de Stéphanie ayant toujours la priorité sur les miens. La situation a continué de se détériorer au cours des semaines suivantes. Stéphanie invitait des amis sans prévenir parfois alors que j'étais en plein appel professionnel. Elle empruntait mes vêtements sans demander et les rendait tachés ou détendus. La facture d'eau a doublé car elle prenait des douches de 40 minutes 2 fois par jour. La facture d'électricité a grimpé en flèche à cause de son utilisation constante de mes outils de coiffage et de mes appareils électroniques. Ma routine matinale paisible était brisée par la nécessité de naviguer autour de ses affaires. Ma relaxation du soir était impossible avec ses amis riant fort ou ses conversations téléphoniques se prolongeant tard dans la nuit. Mes projets de week-end étaient déjoués par ces crises émotionnelles soudaines qui nécessitaient mon attention et mon soutien. L'impact sur mon travail a commencé à se faire sentir. J'ai manqué une date limite pour la première fois de ma carrière. Mon patron m'a convoqué pour un point, préoccupé par ma baisse soudaine de performance. Mes perspectives de promotion, autrefois si prometteuses, semblaient maintenant s'éloigner. Est-ce que tout va bien à la maison, a demandé ma patronne, Diane, lors de notre réunion en tête-à-tête. J'ai envisagé de mentir, mais j'ai opté pour une vérité simplifiée. Problèmes familiaux. Ma sœur reste avec moi temporairement et c'est une adaptation. Diane a hoché la tête avec sympathie. La famille peut être compliquée. Ne laissez pas cela affecter votre travail trop longtemps. Le compte Henderson est trop important. Ce soir-là, je me suis retrouvé à travailler tard au bureau, réticente à retourner dans mon propre appartement. C'était devenu une habitude de trouver des excuses pour être n'importe où sauf à la maison.
J'ai annulé des sorties entre amis parce que j'étais embarrassé par l'état de mon appartement et épuisé par la tension constante. Une nuit, après avoir découvert que Stéphanie avait utilisé mon sérum visage coûteux et vidé la bouteille, j'ai fondu en larmes dans ma salle de bain. J'ai appelé Laura, qui était devenue ma bouée de sauvetage tout au long de cette épreuve. Je ne peux plus faire ça, ai-je sangloté. C'est comme si j'étais une invitée dans ma propre maison. Mes parents n'écoutent pas, Stéphanie ne changera pas. Je me sens piégé. Avez-vous envisagé de chercher un autre appartement, a suggéré Laura doucement. À court terme et aux prix actuels du marché. Mes parents me facturent environ 30% en dessous du marché pour cet endroit. Je ne peux pas me permettre quelque chose de comparable par moi-même. Peut-être pas comparable, a reconnu Laura, mais quelque chose qui vous appartient, où vous fixez les règles. Votre santé mentale vaut-elle la différence de prix? En regardant mon sanctuaire autrefois paisible, maintenant envahi par la présence de Stéphanie, j'ai réalisé que Laura avait peut-être raison. Mais avant que je puisse sérieusement envisager cette option, les choses allaient prendre un tournant encore plus dramatique. Exactement un mois après que Stéphanie ait emménagé, j'ai reçu un appel de mon père alors que j'étais au travail. Son ton était inhabituellement formel, presque professionnel. Alison, ta mère et moi aimerions avoir une discussion familiale ce soir. Il est important que Stéphanie et toi soyez présentes. Nous viendrons vers 19h. Un sentiment de dread s'est installé dans mon estomac. De quoi s'agit-il, papa? Nous discuterons de tout ce soir. Allait-il reprendre Stéphanie chez eux? Lui avait-il trouvé un appartement, ou s'agissait-il de quelque chose d'autre? Quand je suis rentré à la maison, Stéphanie avait rangé l'appartement, une première depuis son arrivée. Elle semblait inhabituellement calme et ne cessait de consulter son téléphone. Sais-tu de quoi il s'agit, cette réunion, ai-je demandé, la suspicion grandissant. Elle a haussé les épaules, sans me regarder dans les yeux. Pas vraiment. Papa a juste dit qu'il voulait nous parler à tous les deux. À 19h précise, nos parents sont arrivés. Maman a apporté une casserole pour que nous n'ayons pas à nous soucier du dîner, et papa portait un dossier qui a immédiatement fait sonner les alarmes dans ma tête. Nous nous sommes assis autour de ma petite table à manger, celle que j'avais trouvée sur un marché aux puces et que j'avais restaurée avec amour. Ma mère a servi la casserole pendant que mon père s'éclaircissait la gorge et ouvrait le dossier. Alison, comme vous le savez, votre sœur séjourne avec vous depuis un mois. Étant donné que l'arrangement d'hébergement semble fonctionner, nous devons apporter quelques ajustements à votre contrat de location. Je me suis figé avec ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quel genre d'ajustement? Mon père m'a glissé un papier sur la table. Nous devrons augmenter votre loyer à partir du mois prochain. Le nouveau montant sera le double de ce que vous payez actuellement. J'ai failli m'étouffer. Le double? Pourquoi doubleriez-vous mon loyer? Eh bien, il y a 2 personnes qui vivent maintenant dans l'appartement, a ajouté ma mère, comme si cela expliquait tout. Cela signifie 2 fois plus de services publics, 2 fois plus d'usure de la propriété. Mais Stéphanie ne paie rien, ai-je souligné, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Elle n'a pas de travail. Ce qui explique exactement pourquoi nous devons ajuster votre loyer, a expliqué mon père avec le ton patient qu'il utilisait quand il pensait que j'étais obtuse. Nous devons couvrir les dépenses supplémentaires que Stéphanie entraîne pendant qu'elle se remet sur pied. J'ai regardé Stéphanie, qui étudiait sa assiette attentivement, un petit sourire jouant sur le coin de ses lèvres. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Laissez-moi comprendre, ai-je dit lentement. Vous voulez que je paie le double du loyer pour couvrir le fait que Stéphanie vit ici, même si je ne l'ai pas invitée, même si je n'avais pas de place pour elle et que je subis déjà des coûts supplémentaires et des perturbations dans ma vie. Maintenant Alison, a dit ma mère, son ton prenant cette nuance d'avertissement que je connaissais bien depuis mon enfance. Stéphanie est de la famille. La famille se soutient dans les moments difficiles. Alors pourquoi le soutien est-il toujours unidirectionnel, ai-je demandé. Pourquoi suis-je toujours celle qui doit donner tandis que Stéphanie ne fait que prendre? Mon père a froncé les sourcils. C'est injuste, Alison. Ta sœur a eu de la malchance récemment. Malchance ou mauvais choix? Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les arrêter. La table est devenue silencieuse. Les yeux de Stéphanie se sont remplis de larmes à la commande, un talent qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Je n'arrive pas à croire que tu dirais quelque chose d'aussi cruel, a réprimandé ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi,
te donner cet appartement magnifique à un loyer inférieur au marché pendant des années. J'ai payé le loyer fidèlement chaque mois, ai-je répliqué. J'ai entretenu l'appartement, je l'ai même amélioré. C'était une transaction commerciale qui profitait aux deux parties. Et maintenant, la transaction change, a dit fermement mon père. Le nouveau loyer sera effectif à partir du 1er du mois prochain. Cela vous donne 2 semaines pour ajuster votre budget. J'ai baissé les yeux sur le papier qu'il m'avait glissé. Le nouveau montant aurait dévoré près de 70% de mon revenu mensuel après impôt. Cela aurait détruit mon plan d'épargne et rendu impossible le maintien de mon style de vie actuel. Je ne peux pas me permettre ça, ai-je dit simplement. Pas avec mon salaire actuel. Alors peut-être devrais-tu chercher un emploi mieux rémunéré, a suggéré mon père. Ou faire du freelance. Tu parles toujours de ces activités annexes que les gens font de nos jours. Le dédain avec lequel il a rejeté ma réalité financière a fait quelque chose casser en moi. Des années à être toujours la responsable, à voir Stéphanie recevoir des secondes chances infinies tandis que je travaillais 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance, culminait en ce moment. Où, ai-je dit, ma voix stable malgré la colère et la douleur qui tourbillonnaient en moi. Je pourrais simplement déménager. Il y a eu un moment de silence avant qu'il ne n'éclate de rire. Déménager. Où, a demandé ma mère entre deux hoquets. As-tu la moindre idée des prix de location en ce moment? Tu ne trouverais rien de comparable, même aux tarifs augmentés, a ajouté mon père avec confiance. Toute ta vie est là, a dit Stéphanie. Toutes tes affaires, ta routine. Tu ne partirais pas vraiment. Leur rire dédaigneux ressemblait à une gifle. Ils croyaient vraiment que j'étais piégé, que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter les conditions qu'ils dictaient. Peut-être pire encore, ils pensaient que je manquais de courage pour me lancer toute seule. Je commencerai à chercher un nouvel endroit demain, ai-je dit calmement. Mon père a agité la main avec dédain. Allison, ne sois pas dramatique. Signe simplement le nouvel accord et nous pourrons tous profiter de ce délicieux dîner que ta mère a préparé. J'ai pris le stylo qu'il m'offrait et l'ai tenu au-dessus du papier pendant un long moment. Puis je l'ai posé sans signer. Je vous ferai savoir ma décision d'ici la fin de la semaine, ai-je dit. Le reste du dîner s'est déroulé dans une conversation inconfortable, principalement entre mes parents et Stéphanie sur ses projets de se retrouver et d'explorer de nouvelles voies professionnelles. Je suis restée silencieuse, une tempête d'émotions et de pensées tourbillonnant en moi. Après leur départ, Stéphanie a essayé de faire comme si de rien n'était, allumant la télévision et s'installant à sa place habituelle sur mon canapé. Ils ont raison, tu sais, a-t-elle dit négligemment. Tu ne déménagerais pas vraiment. Cet endroit est trop parfait, et tu détestes le changement. À ce moment-là, en la regardant, installée sur mes meubles, utilisant mon compte Netflix, mangeant ma nourriture, et parlant avec une certitude si pleine de droit, quelque chose s'est cristallisé en moi. Il ne s'agissait pas seulement de l'augmentation du loyer. Il s'agissait de respect, de limites et de se défendre dans une dynamique familiale qui était brisée depuis bien trop longtemps. Je suis allé me coucher sans répondre, mais je suis resté éveillé pendant des heures, mon esprit courant à travers les possibilités et les plans. Le lendemain matin, j'ai su exactement ce que je devais faire. Le jour suivant, j'ai appelé pour me mettre en arrêt maladie pour la première fois depuis plus d'1 an. Dès que Stéphanie est partie pour sa visite quotidienne au café, où elle prétendait faire du networking, mais passait en réalité des heures à faire défiler les réseaux sociaux, je me suis assise à ma table à manger avec mon ordinateur portable et un carnet. Premièrement, j'ai évalué ma situation financière. J'économisais 20% de mon revenu de manière constante depuis 3 ans. Bien que ce ne soit pas encore suffisant pour un acompte sur une maison, c'était un fonds d'urgence substantiel qui pourrait couvrir la première et la dernière mois de loyer, la caution et les frais de déménagement si nécessaire. J'ai calculé mon loyer maximum abordable en fonction de la directive standard de dépenser pas plus de 30% de mon revenu pour le logement. Le chiffre était décourageant, considérablement inférieur à ce que je payais actuellement, même avant l'augmentation proposée, ce qui signifiait que je devrais faire des compromis sur l'emplacement, la taille ou les commodités. Ensuite, j'ai contacté 3 agents immobiliers spécialisés dans la location. J'ai été honnête sur mes contraintes budgétaires et mon calendrier, expliquant que je devais déménager dans les 2 semaines. 2 d'entre eux étaient sceptiques, mais ont promis de voir ce qu'ils pouvaient trouver. La 3e, une femme nommée Vanessa, était plus optimiste. Le marché est tendu, mais pas impossible, m'a-t-elle assuré.
Surtout si vous êtes prête à considérer des quartiers un peu plus éloignés du centre-ville ou des espaces légèrement plus petits. En attendant que les agents me recontactent, j'ai tourné mon attention vers mon contrat de location actuel. J'ai sorti le document de mon classeur et l'ai lu attentivement, ce que je devrais admettre avoir dû faire plus en détail avant de le signer. À ma surprise et mon soulagement, il n'y avait pas de durée minimale de bail spécifiée après la période initiale d'1 an, qui était depuis longtemps passée. J'étais effectivement dans un arrangement mensuel avec un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Plus important encore, il n'y avait aucune clause concernant les meubles ou les appareils électroménagers dans l'appartement. Tout ce que j'avais acheté au fil des ans était légalement le mien et pouvait être emporté, du canapé au réfrigérateur. Mes parents n'avaient fourni que les appareils électroménagers de base comme la cuisinière et le lave-vaisselle. Néanmoins, je voulais en être sûr. J'ai envoyé un SMS à Laura, dont le frère était avocat en immobilier. Peux-tu demander à Kyle une question juridique hypothétique sur les droits des locataires et la propriété des meubles? Laura m'a rappelé 20 minutes plus tard. Kyle dit que sauf indication contraire dans le bail, tous les meubles que tu as achetés t'appartiennent, peu importe qui possède l'immeuble. Il a aussi dit que si tes parents essaient de prétendre le contraire sans documentation, ils n'auraient aucun argument. Armé de ces informations, je me suis sentie plus confiante pour aller de l'avant. À la fin de la journée, Vanessa m'avait envoyé des annonces pour 5 appartements potentiels. Tous étaient plus petits que mon appartement actuel, et aucun n'avait le même charme ou caractère, mais ils étaient dans mon budget et disponibles immédiatement. Le lendemain, j'ai pris une autre journée de congé personnel et j'ai visité les 5 propriétés. Les 3 premières étaient hors de question, soit en mauvais état, soit dans des emplacements qui rendraient mon trajet insupportable. La 4e avait du potentiel, mais était au prix le plus élevé de mon budget, sans aucune marge de négociation. Le 5e appartement était le plus petit, avec seulement 500 pieds carrés, mais il avait été récemment rénové avec de nouveaux revêtements de sol et de nouveaux appareils électroménagers. C'était dans un immeuble sécurisé avec une buanderie sur place, et bien qu'il soit 15 minutes plus loin de mon bureau, il était près d'une ligne de bus directe. Plus important encore, le propriétaire était prêt à travailler avec mon emploi du temps serré et a offert une légère réduction sur la caution si je pouvais emménager dans les 10 jours. J'ai signé le bail sur place, déposé une caution avec ma carte de crédit et programmé une dernière visite pour la semaine suivante. En quittant l'immeuble, j'ai ressenti un mélange étrange d'anxiété et d'exaltation. Je venais de m'engager dans un bouleversement complet de ma vie en l'espace de 48 heures. De retour dans mon appartement, qui allait bientôt devenir mon ancien appartement, j'ai commencé à planifier la logistique du déménagement. J'ai créé un inventaire détaillé de tout ce que je possédais, en séparant les objets en catégories, à emporter absolument, à vendre, à donner. J'ai recherché des sociétés de déménagement et j'ai été consterné par les devis que j'ai reçus pour un préavis aussi court. Même le plus petit camion avec une assistance minimale coûterait près de 1000 $. Ce soir-là, pendant que Stéphanie discutait au téléphone avec une amie d'une fête à venir, complètement inconsciente de ma planification, j'ai contacté mon cercle d'amis. En quelques heures, j'avais réuni une équipe de déménagement de volontaires de 6 personnes avec 2 camionnettes et un SUV. Laura a offert son garage pour un stockage temporaire si nécessaire, et son petit ami, qui travaillait comme entrepreneur, s'est porté volontaire pour aider à démonter et remonter les meubles. La dernière pièce de mon plan impliquait le timing. J'ai consulté les réseaux sociaux de mes parents et j'ai confirmé ce que je suspectais, ma mère avait posté à propos d'une réunion de famille à venir chez ma tante ce week-end, à 3 heures de route. Ils en parlaient depuis des mois, et j'avais déjà décliné l'invitation, invoquant des engagements professionnels. Stéphanie, toujours avide d'attention familiale, avait confirmé sa présence. Cela m'a donné l'occasion parfaite. Mes parents et Stéphanie seraient partis du vendredi soir au dimanche après-midi. J'ai programmé le déménagement pour le samedi, me donnant une journée entière pour vider l'appartement de tout ce que je possédais. Alors que le plan prenait forme, j'ai ressenti une résolution croissante. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à une situation financière injuste. Il s'agissait de me défendre enfin et de changer une dynamique familiale qui était malsaine depuis trop longtemps. La nuit avant la réunion ultimatum prévue par mes parents, où ils s'attendaient à ce que je signe le nouvel accord de location, j'ai envoyé un SMS à mon père, j'ai pris ma décision concernant l'appartement. J'en discuterai avec vous à votre retour de chez tante Jean dimanche. Il a répondu immédiatement. Nous devons résoudre cela avant le week-end, Allison. Ta mère et moi nous attendons à ce que tu sois raisonnable à ce sujet. Je n'ai pas répondu. Pour une fois, je ne suivrai pas leur script.
Les 48 heures suivantes ont passé dans un tourbillon de préparatifs. J'ai organisé le renvoi de mon courrier, programmé les transferts de services publics, et emballé discrètement les articles essentiels pendant que Stéphanie était dehors. J'ai retiré de l'argent liquide pour les dépenses de dernière minute et remercié ma mois au passé d'avoir tenu des registres méticuleux des achats, avec les reçus pour la plupart des articles majeurs stockés dans un disque cloud. Vendredi soir, en regardant Stéphanie faire son sac de nuit pour la réunion de famille, j'ai ressenti un étrange calme. Elle n'avait aucune idée que lorsqu'elle reviendrait, l'appartement serait transformé et avec lui, notre relation. « Es-tu sûr de ne pas venir ?» a-t-elle demandé en partant. « Maman dit que tant de gens veulent vraiment te voir. »« J'ai trop de travail à rattraper », ai-je répondu honnêtement, bien que pas pour les raisons qu'elle supposait. « Amusez-vous bien. » Alors que son VTC s'éloignait, j'ai regardé autour de l'appartement qui avait été ma maison pendant 5 ans. D'ici demain, il serait très différent, et ma vie aussi. Le samedi matin s'est levé clair et lumineux, comme si l'univers approuvait ma décision. J'avais à peine dormi, une combinaison d'anxiété et d'adrénaline me gardant alerte toute la nuit. À 6 heures, je triais déjà les derniers articles de ma garde-robe lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS de Laura. Opération Jour de l'Indépendance lancée. Les troupes arrivent à 0800 heures. J'ai souri à sa tentative d'alléger l'ambiance avec du jargon militaire. À 7h30, j'avais démonté mon sommier et je travaillais à vider ma commode lorsque le premier coup a retenti à la porte. Laura est arrivée avec du café et des bagels, suivie de près par son petit ami Marcus avec sa boîte à outils. En 1 heure, le reste de mon équipe de volontaires s'était réuni. « Ok, tout le monde », ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de me submerger. Merci beaucoup à tous de m'avoir aidé aujourd'hui. Le plan est de tout sortir avant 16 heures. Les gros meubles d'abord, puis les cartons, puis tous les petits objets en vrac. Nous avons travaillé avec une efficacité surprenante. Marcus et son ami se sont occupés de démonter les meubles les plus grands tandis que Laura et 2 autres amis formaient une brigade de cartons de l'appartement au véhicule. J'ai navigué entre les groupes, dirigeant le trafic et prenant des décisions sur ce qui allait où. À midi, ma chambre était complètement vide. La cuisine était à moitié emballée, et les meubles du salon étaient prêts à être transportés. Nous avons fait une pause pour un déjeuner rapide de sandwichs livrés, tout le monde assis par terre en cercle car tous les sièges avaient été retirés. « Comment te sens-tu » a demandé Laura doucement pendant que les autres discutaient. J'ai soigneusement réfléchi à la question. Triste, en colère, soulagé, fier, tout à la fois. Elle m'a serré la main. « Tu fais la bonne chose. C'est plus que nécessaire. » L'après-midi a continué au même rythme. Nous avons fait 3 voyages vers mon nouvel appartement, arrangeant soigneusement les meubles et empilant les cartons dans l'espace beaucoup plus petit. Mon nouveau propriétaire semblait surpris par l'efficacité de notre opération, mais impressionné par notre organisation. La plupart des emménagements, je vois, sont un chaos complet, a-t-il commenté en nous aidant à tenir une porte. Vous avez un système. À 15h30, il ne restait que les derniers articles. L'appartement qui avait été si soigneusement meublé se tenait maintenant étrangement vide. Les appareils électroménagers encastrés restaient ainsi que les stores qui étaient livrés avec l'endroit. Tout le reste, du rideau de douche aux ampoules des lampes, était à moi et avait été emballé. J'ai fait une dernière visite, m'assurant que je n'avais rien oublié dans les placards ou les armoires. Dans la cuisine, j'ai laissé une enveloppe sur le comptoir contenant mes clés, le chèque de loyer du mois prochain comme requis par mon préavis de 30 jours, et une brève lettre expliquant ma décision. La lettre était factuelle et dénuée d'émotion, indiquant simplement que j'exerçais mon droit de résilier le contrat de location avec un préavis approprié et que j'avais emporté uniquement les biens qui m'appartenaient. Alors que je me tenais pour la dernière fois dans le salon vide, Laura a mis son bras autour de mes épaules. « Prête » a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. D'un dernier regard, j'ai fermé et verrouillé la porte derrière moi. La réaction est venue plus tôt que je ne l'avais prévu. Nous avions juste terminé le dernier voyage vers mon nouvel appartement et nous célébrions avec de la pizza et de la bière lorsque mon téléphone a explosé de notifications. D'abord, il y a eu une série de SMS de Stéphanie. « Qu'est-ce que c'est, Allison ? Où sont tous les meubles ? Où suis-je censé dormir ? » Maman et papa sont furieux. Puis sont venus les appels téléphoniques. Ma mère d'abord, puis mon père, puis ma mère encore. J'ai laissé tous les messages en attente,
ayant besoin de temps pour me composer avant la confrontation. Lorsque j'ai finalement écouté les messages, la voix de ma mère était presque hystérique. « Alison Elizabeth, qu'as-tu fait ? Nous sommes rentrés et avons trouvé l'appartement complètement vide. Est-ce une blague ? Appelle-moi immédiatement. » Le message de mon père était plus froid, plus menaçant. « Ce comportement est totalement inacceptable, Alison. Ces meubles appartiennent à cet appartement. Tu as violé ton contrat de location. Rappelle-moi maintenant avant que je ne doive prendre des mesures légales. » J'ai attendu que mes amis soient partis, les remerciant profusément pour leur aide avant d'appeler enfin mon père. Sa voix était tendue avec une colère à peine contenue lorsqu'il a répondu. « Explique-toi, a-t-il exigé sans préambule. J'ai pris une profonde inspiration, me centrant. J'ai décidé de déménager comme je vous l'ai dit que je pourrais le faire. J'ai donné un préavis approprié comme requis par le bail, j'ai payé le loyer du mois final et j'ai emporté mes affaires avec moi. Tes affaires, a-t-il bredouillé. Ces meubles appartiennent à l'appartement. En fait, non, ai-je répondu calmement. Chaque meuble de cet appartement a été acheté par moi avec mon propre argent. J'ai les reçus de tous si vous souhaitez les voir. Le bail ne mentionne aucun ameublement fourni par le propriétaire, ce qui serait vous et maman. Il y a eu un moment de silence stupéfait avant qu'il ne se reprenne. Il ne s'agit pas de l'égalité, Alison. Il s'agit du fait que ta sœur n'a nulle part où dormir ce soir. L'appartement est complètement vide. Il y a des matelas gonflables chez Target pour moins de $50, ai-je suggéré. Ou elle pourrait rester chez vous. Les rénovations de la chambre d'amis doivent être terminées maintenant, n'est-ce pas? Encore un silence, plus long cette fois. J'ai réalisé avec une clarté soudaine qu'il n'y avait probablement jamais eu de rénovation. C'était une excuse, rien de plus. Où es-tu? A-t-il finalement demandé. J'ai un nouvel appartement, ai-je dit, sans donner l'adresse. Il est plus petit, mais il est à moi. Ce n'est pas fini, a-t-il prévenu. Ta mère est hors d'elle. Stéphanie pleure. C'est ce que tu voulais? Blesser ta famille. Le coup de culpabilité a presque fonctionné. Presque. Mais je suis resté ferme. Ce que je voulais, c'est qu'on me traite avec respect, ai-je répondu calmement. Ce que je voulais, c'est que mes limites soient reconnues. Ce que je voulais, c'est que ma gentillesse ne soit pas tenue pour acquise. Alors c'est ça la vengeance. Une sorte de crise infantile parce que nous t'avons demandé d'aider ta sœur. Non, papa. C'est moi qui fais un choix pour ma propre vie. J'ai payé le loyer pour les 30 jours restants comme requis. Stéphanie peut y rester si elle veut, mais elle devra trouver ses propres meubles. J'ai entendu ma mère dans le fond demander le téléphone. Il y a eu un bruissement, puis sa voix remplie de larmes est venue. Comment as-tu pu nous faire ça, à ta sœur, à nous, après tout ce que nous avons fait pour toi? Maman, ai-je dit doucement, je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement déménagé d'un appartement qui ne me convenait plus, en emportant mes propres biens. Mais où est censée dormir Stéphanie? Il ne reste rien. Au même endroit où elle aurait dormi si je n'avais jamais vécu là en premier lieu. L'appartement était vide quand j'ai emménagé. Tu te souviens de ce simple fait a semblé l'arrêter net. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne reprenne la parole. Sa voix était différente maintenant. Tu as vraiment tout sorti en une journée. Oui. Et tu as déjà un nouvel endroit. Tu as tout planifié. Oui. Encore une pause. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Il y avait quelque chose dans son ton, pas tout à fait du respect, mais peut-être le début, une reconnaissance que je n'étais plus la même personne qu'ils avaient toujours supposé être. La conversation s'est terminée peu de temps après avec des menaces vagues sur des discussions à venir et des décisions à prendre. J'ai raccroché, me sentant épuisé, mais étrangement paisible. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tracé une ligne et tenu bon malgré la manipulation émotionnelle et les coups de culpabilité qui avaient toujours fonctionné par le passé. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS surprenant de mon père. L'appartement a l'air différent, vide. J'avais oublié à quoi il ressemblait avant que tu n'emménages. Nous en parlerons davantage demain. Ce n'étaient pas des excuses, pas du tout, mais c'était une reconnaissance, et pour l'instant, c'était suffisant. Dans les semaines qui ont suivi mon départ spectaculaire, je me suis adapté à la vie dans mon nouvel appartement. L'espace était en effet beaucoup plus petit,
nécessitant une organisation créative et quelques décisions difficiles quant aux biens à conserver. Mon lit king size dominait la chambre, ne laissant guère de place pour marcher autour. Mon cher canapé d'angle a dû être divisé en ses éléments composants pour tenir dans le salon. Ma table à manger servait maintenant de double fonction de bureau et de surface pour manger. Pourtant, malgré les contraintes, il y avait une légèreté dans ma nouvelle maison qui n'avait rien à voir avec la superficie. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, je me sentais vraiment en contrôle de mon espace et de ma vie. Chaque objet était exactement là où je le voulais. Chaque décision, du moment de faire la lessive à la température du thermostat, était la mienne seule. La paix qui accompagnait cette autonomie valait bien plus que l'espace supplémentaire que j'avais laissé derrière moi. J'ai fait connaissance avec mes voisins, ce que je n'avais jamais pris la peine de faire dans mon précédent immeuble. À ma grande joie, la femme d'en face était graphiste et travaillait à domicile, m'invitant à prendre un café dans notre jardin sur le toit partagé. Le vieil homme d'un accent grave côté s'est proposé pour arroser mes plantes quand je voyageais pour le travail. Progressivement, j'ai bâti une petite communauté dans mon nouvel immeuble, créant des liens qui semblaient authentiques et solidaires. Pendant ce temps, la situation avec ma famille a évolué de manière inattendue. Stéphanie, confrontée à un appartement vidé à personne pour répondre à ses besoins, s'est retrouvée forcée d'apporter des changements. Selon les mises à jour réticentes de ma mère, elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique locale similaire à son poste précédent. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début vers l'indépendance financière. Mes parents, après que le choc et la colère initiaux se soient dissipés, semblaient traverser une période de réflexion. Mon père en particulier semblait reconsidérer son rôle dans l'encouragement de la dépendance de Stéphanie. Lors d'une brève conversation téléphonique 2 semaines après mon déménagement, il a posé des questions sur ma nouvelle maison sans le jugement que j'attendais. « Tu te gères bien avec le budget ?» a-t-il demandé, son ton prudemment neutre. « Oui », ai-je répondu honnêtement. « C'est plus serré qu'avant, mais je m'en sors. L'emplacement est en fait meilleur pour mon trajet, ce qui économise sur les frais de transport. »« C'est bien », a-t-il dit maladroitement. « Ta mère et moi avons parlé de Stéphanie, de certains schémas que nous avons peut-être encouragés au fil des ans. C'était le plus proche d'une reconnaissance de leur favoritisme que j'avais jamais entendu, et bien que ce ne soit pas une excuse, cela ressemblait à des progrès. Ma relation avec ma mère est restée tendue. Elle continuait à voir mes actions comme une trahison de la loyauté familiale plutôt qu'une étape nécessaire vers des limites saines. Nos conversations étaient courtes et superficielles, se concentrant sur la météo et le travail plutôt que sur l'éléphant émotionnel dans la pièce. Stéphanie, étonnamment, a été la première à tendre la main de manière significative. Un mois après mon départ, elle m'a envoyé un SMS pour me demander si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. J'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'elle voulait, mais déterminée à maintenir mes limites. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre à mi-chemin de nos domiciles respectifs. Elle avait l'air différente d'une certaine manière, avec moins de maquillage et des vêtements plus simples que ses tenues stylées habituelles. « Alors », a-t-elle dit, après que nous ayons commandé nos boissons, « ton nouvel endroit est bien. » « Il l'est », ai-je confirmé. « Différent, mais bien. » Elle a hoché la tête, tripotant sa serviette. « Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. » Personne d'entre nous ne le pensait. Je sais. C'était plutôt badass, en fait, a-t-elle admis avec un petit sourire. La tête que faisait papa quand nous sommes entrés dans cet appartement vide. J'aurais aimé prendre une photo. Malgré moi, j'ai ri. Ce n'était pas une question de vengeance, tu sais. Je le sais maintenant. Elle a baissé les yeux sur son café. J'ai beaucoup réfléchi à ces choses, à la façon dont j'ai toujours attendu des gens qu'ils s'occupent de moi, comment je n'ai jamais vraiment eu à faire face aux conséquences parce que quelqu'un me sauvait toujours. Quand tu es parti, c'était comme si soudainement je devais trouver des solutions. Maman et papa ont apporté un matelas gonflable, mais c'était inconfortable et je le détestais. Alors, j'ai trouvé un emploi pour acheter mon propre lit. Et une fois que j'ai recommencé à travailler, j'ai réalisé que j'aimais vraiment avoir mon propre argent, ne pas avoir à tout demander. C'est génial, Steph, ai-je dit, sincèrement heureuse pour elle. Je vis toujours dans l'appartement, a-t-elle ajouté rapidement. Mais je paie le loyer maintenant. Pas beaucoup, mais quelque chose. Et je cherche une colocation pour la fin du bail. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, plus longtemps que nous n'avions parlé depuis des années. Pour la première fois,
cela ressemblait à une conversation entre égales plutôt qu'à la dynamique familière de prendre et de donner. En nous séparant, elle m'a serré maladroitement dans ses bras. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré, d'avoir été une si mauvaise sœur. Tu n'étais pas mauvaise, l'ai-je corrigé. Nous avions juste des schémas malsains, nous tous. Le processus de guérison avec ma famille s'est poursuivi lentement au cours des mois suivants. Il y a eu des revers et des conversations difficiles, des moments où les vieux schémas menaçaient de se réaffirmer. Ma mère essayait toujours occasionnellement de me faire culpabiliser d'avoir abandonné Stéphanie. Mon père glissait parfois encore dans son rôle d'autorité, donnant des conseils non sollicités sur mes finances ou ma carrière. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il ne pouvait plus présumer de ma conformité ou prendre mon soutien pour acquis. Chaque interaction exigeait un respect mutuel, où elle n'avait tout simplement pas lieu. J'ai décliné les invitations qui semblaient être des obligations et n'ai accepté que celles qui semblaient sincères. J'ai offert mon aide quand je le pouvais sans ressentiment et j'ai dit non quand je ne le pouvais pas. 6 mois après mon déménagement, nous nous sommes réunis pour Thanksgiving chez mes parents. L'atmosphère était différente, hésitante, mais pas désagréable. Stéphanie a apporté un dessert qu'elle avait fait elle-même. J'ai apporté une bouteille de vin que je pouvais honnêtement me permettre. Mon père a découpé la dinde avec moins de cérémonie que d'habitude, et ma mère a posé des questions sur mes nouveaux voisins avec ce qui semblait être un intérêt sincère. En mangeant, j'ai regardé autour de la table ces personnes qui m'avaient façonné de manière positive et négative. Je ne ressentais ni le ressentiment qui m'avait poussé à partir, ni le besoin désespéré d'approbation qui m'avait maintenu docile si longtemps. Au lieu de cela, j'ai ressenti une acceptation calme, une reconnaissance que nous étions tous des individus imparfaits faisant de notre mieux avec les outils émotionnels dont nous disposions. La plus grande leçon que j'ai apprise de cette expérience ne concernait pas les meubles, les appartements ou même l'argent. Il s'agissait de la différence entre l'amour et l'encouragement, entre la générosité et le fait d'être exploité. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, tant pour soi que pour les autres, est de fixer des limites claires et de les maintenir fermement, même lorsque c'est douloureux. J'ai également découvert la valeur de la véritable indépendance, pas seulement financière, mais émotionnelle. La sécurité de savoir que je pouvais me tenir seul, prendre des décisions difficiles et en gérer les conséquences m'a donné une confiance qui a imprégné tous les aspects de ma vie. Mon travail s'est amélioré, mes amitiés se sont approfondies et mon sens de moi-même s'est renforcé. Aujourd'hui, 1 an après ce jour de déménagement spectaculaire, je suis assise dans mon petit mais précieux appartement, entouré des mêmes meubles qui remplissaient autrefois un espace plus grand, mais qui me semblent maintenant parfaitement appropriés pour l'endroit où je suis. J'ai ajouté de nouvelles pièces choisies spécifiquement pour cette maison et abandonné d'autres qui ne me servaient plus. À bien des égards, c'est ce que toute l'expérience m'a appris sur la vie. Nous nous accrochons à des relations, des schémas et des attentes qui convenaient autrefois mais qui sont peut-être devenus inconfortables ou contraignants. Avoir le courage d'évaluer ce qui nous sert vraiment, de garder ce qui nourrit notre croissance et de libérer ce qui restreint, c'est peut-être la compétence la plus importante que nous puissions développer. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où votre gentillesse a été confondue avec la faiblesse, où vos limites ont été maintes fois franchies, ou où vous vous sentiez piégé par les attentes des autres, sachez que vous avez le droit et le pouvoir de changer cette dynamique. Ce ne sera peut-être pas facile et cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain, mais faire le premier pas pour honorer vos propres besoins peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous de manière inimaginable. Avez-vous jamais eu à prendre une décision difficile qui a finalement conduit à une relation plus saine avec des membres de votre famille? Ou vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire à la mienne? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se défendre. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous aimer suffisamment pour dire non.